Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle mini-conférence de ProCap. Aujourd'hui, j'ai une experte qui est coach en développement personnel, sophrologue et spécialiste de l'accompagnement au changement. Dans ses spécialités, elle travaille beaucoup sur le burn-out et aujourd'hui, nous sommes dans cette incertitude de cette rentrée. Donc le Covid a fait beaucoup de mal, il en fera encore. Et on ne sait pas où on va aller cette année. Donc au mois de septembre, tout le monde va rentrer, tout le monde va reprendre le travail, tout le monde aura ses angoisses du travail. Ça va peut-être générer des mal-être et pour certains, des choses bien plus graves, du burn-out. Maintenant, on a une experte en face de nous et cette personne, Nathalie Beaumont, va pouvoir nous répondre à 3 grandes questions qu'on pourrait se poser quand on est chef d'entreprise, mais même quand on est un particulier. La première, quels sont les signes précurseurs d'un burn-out? Nathalie, c'est à toi. Alors déjà, bonjour Catherine, bonjour à tous. Eh bien déjà, les premiers signes, et ce qui est important de savoir déjà, c'est que c'est un épuisement qui est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il est à la fois émotionnel, physique et psychique. Il concerne aussi bien les hommes que les femmes et il n'y a pas vraiment d'âge pour avoir un burn-out. Il y a des gens qui sont très jeunes et il y a des personnes beaucoup plus âgées qui peuvent avoir un burn-out. Et puis, ce qui est à préciser également, c'est que finalement, on ne le voit pas venir. Bon nombre de personnes vous diront, mais moi, en fait, j'ai rien vu venir, en fait, ça m'est tombé dessus. Oui, avec du recul, je me rends compte que finalement, il y avait des signes, mais je n'ai pas voulu les écouter. C'est un petit peu comme lorsqu'on a une voiture où bon, ben, on est bien content que la voiture nous amène à destination. On voit des petits signes, bon, voilà, des petits voyants qui s'allument, mais on n'y prête pas vraiment attention parce qu'on pense de toute façon, on arrivera à bon port, point final. Mais c'est un petit peu la même chose. Alors, déjà, les signes qu'il peut y avoir sont quand même l'expression d'un besoin qui est tout à fait légitime de changement, qui est en vue d'un mode de vie plus respectueux de notre personne. Donc ça, c'est important quand même de le préciser. Et puis, il y a deux grandes catégories de signes qui se traduisent par des symptômes, bien souvent, des symptômes physiques et psychiques. Alors, au niveau des signes, des symptômes physiques, il va y avoir tout ce qui est mal de dos. Ça peut être des acouphènes, tout un tas de problèmes comme des problèmes cardiaques, d'hypertension, des problèmes de digestion, des douleurs, ulcères, des problèmes nerveux comme la mémoire, la concentration, des problèmes à ce niveau-là, ou encore des problèmes hormonaux ou biologiques. Et puis immunitaire. Donc là, en général, ben voilà, on attrape toutes les rhumes de tout le monde et on est malade tout au long de l'année. Et puis il y a aussi l'insomnie, les maux de tête. Donc vous voyez qu'en fait, il y a tout un tas de symptômes physiques qui sont là, qui sont parfois assez petits. Oh, ça passe, ça passera. Mais non, voilà, c'est important quand même d'y porter attention. Et puis, il y a aussi, sur un autre plan, il y a aussi tout ce qui est irritabilité, une certaine forme de cynisme parfois, des angoisses, une forme d'abattement, ça peut être des crises de larmes aussi. Voilà. En fait, on se rend compte que tous ces signes sont quand même des signes d'un stress intense. Et puis, au niveau du travail, dans le cadre du travail, donc là, ça s'adresse effectivement aux managers, aux chefs d'entreprise qui ont envie de prendre soin aussi de leurs équipes. On peut le voir dans ces cas-là. Ce sont des personnes qui sont dépassées, qui peuvent être vite sous l'eau, désorganisées, qui font plus d'erreurs qu'à l'accoutumée, qui peuvent se sentir nuls et plus à la hauteur. Donc voilà un petit peu pour synthétiser le type de signaux que l'on peut repérer des signaux précurseurs en fait du burn-out. Alors, c'est difficile à entendre tout ça parce qu'on a tous eu des maux de tête, on a tous eu, bon, pas des crises de larmes, mais, ou peut-être pour certains, mais j'ai eu les symptômes dont tu parles. Est-ce qu'il faut que je me soucie de quelque chose?
Alors, Tu nous as donné une énumération qui est quand même assez longue et on a tous plus ou moins eu ces symptômes. Est-ce qu'il faut les associer? à partir du moment où ça commence à devenir récurrent, effectivement, il faut quand même se poser des questions. C'est la récurrence qui fait que, ou l'accumulation. Ok, il y a le mal de tête, plus les problèmes gastriques, plus les insomnies. Là, on peut effectivement commencer à se poser sérieusement des questions. Le mal de dos qui persiste et qui dure, où justement on sent qu'on en a un petit peu ras-le-bol, on en a plein le dos. Voilà, il faut arriver à, à- à- à détecter et à décrypter un petit peu tous ces mots. Et pour ça, bon, voilà, les médecins sont aussi là peut-être pour lancer l'alarme lorsqu'on va les consulter pour des problèmes physiologiques. Mais il y a aussi tous ces symptômes dont j'ai parlé qui sont plus psychiques, qui peuvent effectivement rajouter euh, des éléments et des pistes. Alors, quel est le type de personne qui peut être atteinte d'un burn-out? Alors, déjà, ce qui est important à savoir, c'est que toutes les personnes qui font un burn-out ne sont pas des personnes faibles. Et souvent, bien au contraire, ce sont des personnes qui sont très fortes et qui vont au bout du bout, à la limite, jusqu'à cette fracture, jusqu'à ce que ça casse. Donc, ça n'a rien de... Ce n'est absolument pas lié à la faiblesse. Donc, les personnes en général qui font un burn-out, alors on va dresser là un profil type, même si voilà, chaque burn-out est vraiment particulier et appartient à chacun. Et il peut y avoir euh, des personnes avec des caractères différents, mais parfois on sent quand même qu'il y a des orientations. Par exemple, souvent, je dis bien souvent, ce sont des personnes qui sont très travailleuses, ce sont des bosseurs. Sont des personnes consciencieuses, parfois perfectionnistes, ce qui explique le fait que on est vite sous l'eau parce qu'on a envie d'être dans la perfection et finalement, quand on a une grosse charge de travail, finalement, la perfection, elle n'a pas sa place. Ce sont des personnes qui sont impliquées, voire très impliquées et qui ont envie de bien faire. Ce sont souvent des idéalistes. Et puis, il y a de façon consciente ou même parfois inconsciente, il y a quand même le culte du parfait employé. Et puis, ce sont des personnes qui négligent quand même leur repos et qui ont du mal à rester sans rien faire, que ce soit au travail, à la maison. Voilà, ce sont des personnes qui ont toujours besoin d'être dans l'activité, sans forcément tomber dans l'hyperactivité, mais qui sont toujours occupées. Et derrière tout ça, finalement, on se rend compte qu'il y a souvent des croyances. Alors, des croyances qui sont à la fois familiales, des injonctions que l'on a pu entendre dans notre enfance, mais aussi des croyances qui sont sociétales. Alors, ça peut être soit fort, soit courageux, soit poli, soit il faut être excellent. Tu fais ce qu'on te dit, sois aimable, fais plaisir, ne te plains pas, fais des efforts, dépêche-toi. Tout ça, ce sont des injonctions qui sont là, derrière, et qui finalement nous amènent dans certaines formes de comportement et qui fait que effectivement on pourrait tendre vers un burn-out. Alors tout ça, ce sont des facteurs internes qui sont personnels à chacun d'entre nous, que l'on a ou que l'on n'a pas. Mais il y a également les facteurs externes. Et là, pour le coup, c'est tout ce qui est donc dans l'environnement du travail qui peut favoriser le burn-out. Donc, il y a l'environnement du travail, mais pas que. Effectivement, on associe le burn-out au travail, mais il y a souvent quand même des facteurs liés quand même à la vie personnelle qui peuvent être parfois des déclencheurs. Mais la grande majorité, quand même, ce sont des facteurs liés au travail. Donc, ça peut être lié à une augmentation de la charge de travail, par exemple, une augmentation du rythme de travail. Les open space aussi, on a remarqué que quand même les open space étaient favorisés pour certaines personnes, toujours le burn-out. La surcharge de mails, ça c'est un des points qui revient très fréquemment, tout comme les appels téléphoniques. En fait, c'est toutes les perturbations extérieures, toutes les sollicitations qu'il peut y avoir dans le cadre du travail. Et puis, tout est prioritaire, tout est urgent. Et il y a aussi souvent des problèmes de management.
Voilà. Donc après, c'est selon les entreprises, hein, mais ça arrive quand même assez fréquemment. Alors, dans ces deux formes de facteurs, les facteurs internes et externes, finalement, la responsabilité est quand même assez souvent partagée. Et puis, lorsqu'on fait un burn-out, on peut effectivement, dans la durée, avoir tout un tas de signaux et ça peut durer des années, des mois, voire des années. Et Mhm. parfois, souvent, il y a un déclencheur au niveau professionnel. Ça peut être Mhm. un changement de manager, un changement d'organisation. Donc, vigilance effectivement aux entreprises lorsqu'il y a des changements dans l'entreprise à vérifier à ce que les salariés suivent ce changement et qu'ils soient peut-être accompagnés là-dedans. Et puis, il peut y avoir des déclencheurs aussi personnels. Ça peut être, donc il y a toute cette charge de travail, mais il peut y avoir un déclenchement personnel tel qu'un divorce, un décès dans la famille, voilà, une désorganisation qui fait que ça va rajouter une charge et du coup, Mhm. la charge qui fait qu'on tombe en burn-out. Oh, c'est très clair. En fait, je voulais juste te poser une question. Si on faisait une petite simulation, moi je suis chef d'entreprise, j'ai une petite PME, j'ai une trentaine de personnes au sein de ma PME. Euh, Comment je pourrais savoir qui va faire un burn-out? Est-ce que je reprends ton profil type? Est-ce que je me rapproche des personnes pour connaître leur vie, savoir s'il y a eu des changements, ils seraient peut-être susceptibles de faire un burn-out? Comment tu pourrais m'aider au sein de mon entreprise pour détecter celui qui peut en faire un? Alors, ce que je n'ai pas dit également, c'est que souvent les personnes qui font un burn-out, il y a, on va dire, trois catégories de personnes, pour schématiser, hein, trois grandes catégories. Il y a les personnes qui vont avoir tendance à se décharger de leurs responsabilités. Il y a des personnes qui, comme la nature a horreur du vide, vont récupérer les responsabilités des autres. Mhm. Donc du coup, il y a un déséquilibre et ces personnes-là peuvent être repérées aussi comme ça, c'est qu'elles ont une charge de travail qu'elles ont et qu'on veut bien leur donner et qu'elles prennent systématiquement. Alors la troisième catégorie, c'est les gens qui arrivent justement à prendre leurs responsabilités et à renvoyer aux autres leurs responsabilités. Donc, en fait, pour entrer voilà, dans cette simulation, déjà, comme je l'ai dit, voilà, il y a cette liste hein, qui peut être reprise et déjà, on peut commencer à détecter les personnes qui sont susceptibles de faire un burn-out. Et puis, comme tu disais aussi, il y a l'échange. C'est d'écouter les besoins des salariés. Encore que c'est quand même extrêmement compliqué parce que ce sont souvent des personnes qui ne vont pas se plaindre. Alors, Mhm. ceux qui vont se plaindre, bon, voilà, ça peut arriver hein, qu'elles fassent un burn-out, mais celles qui ne se plaignent pas, il faut tout autant être vigilant à ces personnes-là. Parce que le choc, il est aussi bien pour les personnes qui le font lorsqu'elles tombent que pour l'entourage parfois. Voilà. Donc, il y en a pour qui ça se voit vraiment. Voilà, là, on sent qu'il y a vraiment un surmenage. Mais pour les autres, pas vraiment. Après, il y a aussi le dépassement de la vie professionnelle dans la vie privée. Ça peut être aussi un indicateur. Mhm. Personnes D'accord. vont faire beaucoup trop d'heures, beaucoup plus que ce qu'elles devraient. L'entreprise aussi doit être vigilante à la déconnexion. Ça aussi, ce sont des facteurs qui peuvent être, dont les entreprises peuvent être vigilantes pour éviter les burn-out. Et est-ce que tu penses que les événements graves actuels comme le Covid, cette incertitude de notre lendemain, est-ce que tu penses que ces événements peuvent générer de plus en plus de burn-out? Alors complètement, comme je disais là à l'instant, souvent il faut un élément déclencheur. Et typiquement, le Covid et la situation actuelle où on ne sait pas ce que sera fait demain, où on n'a pas de vision à long terme, de visibilité sur l'activité, sur quoi que ce soit, ça peut être des sources d'angoisse supplémentaires qui peuvent être facteurs pour déclencher le burn-out, tout à fait. D'accord. Et la dernière question, et pas des moindres, hein, comment on peut l'éviter alors ce burn-out? Que faire? Alors, effectivement, toutes les personnes qui sont tombées en burn-out vous diront, vaut mieux prévenir que guérir. Parce qu'une fois qu'on est tombé dedans, c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Ça peut durer des semaines, voire des mois, voire des années. Donc, vaut mieux être dans la prévention. Alors,
Pour éviter, il faut bien prendre conscience d'une chose, hein, c'est qu'on peut éviter les choses à partir du moment où on opère un changement dans son fonctionnement. Si on n'opère pas de changement dans son fonctionnement, ben, ça ne sert à rien, on va tomber on va aller contre le mur. Donc, c'est vraiment opérer des changements. Alors, ce n'est pas évident hein, de se dire, ok, mais quel changement? Donc, en priorité, ça va être déjà de travailler sur les facteurs internes qui auront forcément des répercussions sur les facteurs externes. Alors déjà, ça va être d'apprendre à poser des limites. Ça, c'est extrêmement important, apprendre à poser ses limites qui permettent de prendre soin de soi. Voilà, là, je ne suis pas capable d'aller au-delà de ça. Voilà, c'est ma limite. Donc, c'est déjà de les connaître, de repérer, de les poser. C'est apprendre aussi à dire non. Voilà, les personnes qui font des burn-out, souvent, oui, mais oui, prenez, oui, oui, je prends, oui, pas de souci, oui, oui. Donc, c'est apprendre à dire non. Apprendre à s'affirmer aussi. Alors, différence avec s'imposer. Hein. Je parle bien de s'affirmer, non pas de s'imposer. C'est tout ce qui est gestion du temps pour trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, il va y avoir un travail pour reprendre aussi confiance en soi, puisque souvent la confiance en soi a été malmenée, on va dire. Trouver un équilibre entre les ressources et les contraintes. C'est comme ça qu'on tient en fait nos journées parce qu'il y a un équilibre entre nos ressources et nos contraintes. Donc, c'est avoir une vie peut-être un petit peu plus équilibrée, donc aussi bien au niveau de l'alimentation, avoir une activité physique qui est quand même important pour aider à gérer son stress. C'est être vigilant par rapport à son temps de sommeil. Et puis, c'est aussi, comme je le disais, prendre ses responsabilités et laisser aux autres leurs responsabilités. C'est revoir sa façon de travailler, sa façon d'interagir avec les autres, que ce soit les collaborateurs, les managers, les responsables, mais aussi les clients. Voilà, hein, c'est un autre rapport à l'autre. Et puis, c'est faire ce travail sur nos croyances. À un moment donné, voilà, c'est travailler sur nos croyances et qui sont à la base, c'est toutes ces injonctions de nos comportements et de notre fonctionnement. Alors, il y a des outils pour tout ça, hein, parce que c'est sûr, voilà, la liste, mais je fais comment, moi, pour reprendre confiance en moi si j'avais les outils, si je savais comment dépasser mes croyances, ben, peut-être que je le ferais. Donc, c'est sûr que c'est très compliqué, effectivement, de sortir de cette zone de confort dans laquelle on est, qui est parfois très inconfortable. Mais voilà, comment fait-on? Alors, il y a déjà des outils qui nous appartiennent et que l'on peut mettre en place. Hein, je disais par rapport à l'alimentation, à l'activité physique, mais aussi ça peut être d'aller dans la nature. Hein, la nature peut aider à se ressourcer, le sommeil comme je l'ai dit, et puis il y a des activités comme la méditation, la sophrologie, un accompagnement en coaching aussi qui peuvent aider à avoir une autre vision et à transformer nos fonctionnements pour aller vers des fonctionnements beaucoup plus écologiques qui vont nous éviter de tomber dans le burn-out. Alors, quand je donne tous ces outils, j'ai quand même envie de mettre un bémol et de préciser qu'il faut quand même être vigilant à tout ça. C'est-à-dire que ces outils peuvent aussi accompagner pour tenir. Mais il faut bien avoir en tête que l'idée, c'est quand même d'être dans un changement de fonctionnement. Parce qu'on peut très bien faire de la méditation, de la sophrologie, du coaching pour tenir encore plus le coup. Alors oui, on va tenir peut-être dans la durée, mais si on ne change pas profondément les changements et si ces accompagnements ne visent pas à changer nos comportements, forcément, à un moment donné, le mur, il va se rapprocher. Donc, c'est important quand même de le spécifier. D'accord. Je suis toujours dans ma simulation, je suis toujours le chef d'entreprise dans ma petite PME avec 30 personnes. Et ce que tu me dis, ça m'intéresse. Mais là, tu me parles d'individus. Moi, j'ai une équipe à gérer. Qu'est-ce que je fais pour mon équipe professionnellement? Comment je fais pour aider les personnes que j'aurais pu détecter grâce à tes explications du début? Donc, comment je fais? Est-ce qu'il faut que ce soit moi qui opère des changements pour les 2, 3 personnes sur les 30 qui sont susceptibles de faire un burn-out? Je les prends séparément les uns après les autres. J'opère des changements pour toute ma société. Comment tu pourrais agir pour un chef d'entreprise comme ça? Comment tu pourrais l'aider? Lorsqu'une personne fait un burn-out dans une entreprise, c'est intéressant qu'effectivement toute l'entreprise, ou du moins le service, se remette un minimum en question.
Déjà parce que ça pourrait peut-être arriver à d'autres personnes du service. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles on a fait l'impasse, des fonctionnements sur lesquels on n'a pas été tip-top et sur lesquels il faudrait peut-être opérer un changement. Donc déjà, c'est dans l'organisation, effectivement, commencer par se poser des questions. Et là, les entreprises peuvent être accompagnées en coaching. Les managers, les chefs d'entreprise peuvent être accompagnés à titre individuel. Mais il peut y avoir également des formations pour les équipes dans le cadre de la prévention, justement, et dans le cadre du bien-être au travail. Donc là, on va travailler sur des notions qui sont individuelles, mais avec une vision beaucoup plus collective et qui sera adaptée à l'entreprise finalement. Donc, c'est un accompagnement à la fois individuel dans l'entreprise sans rentrer dans la sphère privée de la personne. D'accord, mais c'est un accompagnement donc de l'équipe, peut-être même du dirigeant, hein. Moi, à la tête de ma société, j'aurais peut-être besoin d'être accompagnée. Je serais peut-être pas susceptible de faire un burn-out, mais pour m'encourager, pour m'aider, pour m'accompagner, j'aurais besoin d'aide. Je sais que tu es spécialiste du changement, donc tu cumules toutes ces fonctions. Tu es coach en développement du personnel, en développement personnel, tu es sophrologue et en plus de ça, tu es spécialisé dans le changement et dans le burn-out. Donc, tu es la personne qui est carrément naturellement nommée pour venir aider les entreprises. Tu développes des formations, tu as des programmes de coaching spécifiques. Je t'ai choisi toi parce qu'au sein de Procap, c'est toi qui cumules toutes ces expériences, toutes ces expertises pour mener à bien cette guerre contre le burn-out, hein, parce qu'en fait, il faut que tout le monde se sente concerné et que tout le monde puisse s'en sortir. Donc, est-ce qu'il est possible que je te présente, qu'on présente certaines des formations que tu réalises rapidement? Alors, dans les formations pour lesquelles il pourrait être intéressant là, de travailler, ça peut être aussi bien, comme tu l'as dit, au niveau du dirigeant ou du manager, sur sa posture, hein, finalement, pour l'accompagner, en fait, pour éviter le burn-out dans ses équipes, mais aussi à titre individuel, hein, parfois, puisque les managers et les chefs d'entreprise sont bien concernés par le sujet. Donc, voilà, c'est les accompagner individuellement. Et puis, les équipes. Alors, parfois, ça peut être... il peut y avoir une demande de l'équipe, hein, ou parfois c'est juste un ressenti. Je sens qu'en ce moment, voilà, l'ambiance, elle n'est pas terrible, hein, ou la charge de travail. Et ça peut être aussi en préventif. On sait qu'on va avoir une réorganisation dans l'entreprise. On sait qu'il va y avoir des modifications de poste, hein, ou de la charge de travail. Donc, c'est à ce moment-là peut-être qu'on peut accompagner sur une formation spécifique. Hein, donc, c'est accompagnement au changement. Ou alors, ça peut être un accompagnement en prévention burn-out ou accompagnement bien-être des équipes. Donc ça, après, c'est difficile en fait ce sont des exemples que je donne là, mais les formations vont vraiment être construites en fonction de chaque entreprise, en fonction des réels besoins. Donc, moi, je travaille avec les dirigeants pour un accompagnement adapté à leur structure. Donc, il y a Voilà. une formation type. Voilà. Il y a des idées, bien sûr, hein, qui sont présentes pour tous, mais c'est vraiment ciblé en fonction des réels besoins. C'est excellent. Du coup, tu fais un diagnostic et tu adaptes les formations, puisque tu as une base, un tronc commun, tu les adaptes pour toutes les situations. Exactement. Bon, bah c'est parfait. Tu as répondu à toutes mes questions, hein, à mes petites simulations aussi, qui ne sont pas des pièges, mais qui sont vraiment le reflet des besoins, hein, des entreprises aujourd'hui, hein. Il faut aussi penser à elles, il faut aussi penser au chef d'entreprise, il faut aussi penser au DRH qui, lui, je suis sûre, lui ou elle, va se retrouver confronté à la dure réalité de la rentrée et à tout ce qui va se passer. Donc, ils ont besoin de soutien et je pense que des gens comme toi vont pouvoir les aider largement. Tout à Je fait. te remercie, Nathalie. Merci à toi.
Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine visioconférence sur un autre thème. À bientôt. Au revoir.